Le monde d'après avec 3 invités qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre en plateau, ici même, avant l'intervention tout à l'heure en liaison du président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, tout à l'heure. 3 personnes qui sont séparées, comme le veut dorénavant la règle d'un bon maître, voire un petit peu plus, alors même qu'ils se connaissent bien, qu'ils exercent sur le même territoire et que l'on se connaît bien les uns et les autres. Patrice Laurent, qui est à la droite de votre écran, est le premier vice-président de la communauté des communes de Lac-Orthez. Il est également conseiller régional, maire de Mourinx également. Patrice Bernos est le directeur du GIP Kempar. Nous parlerons dans quelques minutes avec lui de ce que représente aujourd'hui économiquement le bassin industriel de Lac et puis ce qu'est le GIP Kempar d'une façon très pratico-pratique. Et puis Pierre Nagararian en est le président de ce GIP, mais il est également le vice-président de la CCI Pau Béarn. Bonsoir à tous les 3. On a préparé, comme le veut la tradition, votre venue en préparant des micros spécialement pour vous, en préparant également des espaces pour vous dans ce plateau qui est piloté à distance ou avec des outils qui nous permettent d'avoir moins de personnel qu'à l'accoutumée, mais de respecter ainsi la distanciation sociale. Pierre Nagararian, hier, on a ouvert une rubrique avec les collaborateurs de la Chambre de commerce et d'industrie où l'on parle aux chefs d'entreprise, aux patrons de ce territoire. Mais vous, je vais peut-être démarrer par vous. Qu'est-ce que vous inspire la crise particulière que nous traversons et quel est le regard d'un élu d'une chambre consulaire sur ce qui se passe aujourd'hui déjà économiquement et sur ce qui pourrait ensuite demain se passer? Alors je vais essayer de répondre à votre question, mais je commencerai par un mot, c'est le besoin de réactivité à tout moment. Par exemple, j'ai appris ce matin en me levant que le prix du baril de pétrole avait plongé, était même devenu négatif à New York. Et aujourd'hui, le prix du baril est passé entre hier et aujourd'hui de $30 à $20 du baril. Donc on est dans un monde d'incertitude absolue et il faut en permanence être capable de s'adapter. Voilà ce que je voudrais dire en amont de tout ce qui va être développé pour le bassin de Lac. Et c'est déjà un très bon préambule parce qu'en effet, qui aurait imaginé il y a encore un mois et demi, Absolument. ce que nous traversons là. Absolument. Et encore, lorsqu'on se souhaitait des vœux de bonnes et heureuses années à la fin de l'année dernière. Alors, on va parler d'économie, mais avant, je voudrais vraiment faire un message très profond et très sincère à l'égard de tous ceux qui travaillent pour le côté sanitaire, pour nos infirmières, nos médecins, tous ceux qui se dévouent depuis des semaines et des semaines pour lutter contre ce virus. Voilà. Donc je voudrais bien sûr parler des infirmières, des médecins, mais aussi de tout leur environnement, de toute la logistique, comment est-ce que l'air est purifié dans les hôpitaux, etc. Il y a tout un ensemble de personnes et je tiens à les remercier au nom de nous tous ici. Alors c'est vrai pour tout ce qui est médecine, mais c'est vrai aussi pour les éboueurs, c'est vrai pour les caissières dans les magasins, pour tous ceux qui apportent, je dirais, la possibilité de vivre ce confinement le mieux possible. Et qui continue en effet à essayer de maintenir l'activité, en effet dans les conditions les plus, ma foi, compliquées qu'il peut y avoir. Cette crise, pour vous, elle fait réfléchir sur les nouvelles priorités que l'on doit avoir, Pierre Nagararian? Elle fait réfléchir sur les priorités et c'est pour ça que je voulais insister là-dessus. Finalement, on se rend compte que la santé, la façon de se nourrir, je pense à nos agriculteurs, voilà, on est en train, la logistique, on a besoin de gens qui amènent les nourritures. Donc on est dans un système où il y a des bases fondamentales qui sont à repenser, je pense. Alors on va en débattre notamment ce soir sur un sujet en particulier, mais qui n'est pas traité à part de tout le reste. Au contraire, c'est un des sujets qui vient en droite lignée de ce que vous disiez sur les priorités, avec la Chambre de commerce et d'industrie, ce sujet de la relocalisation tout à l'heure que l'on va aborder. Alors c'est vrai qu'on va parler beaucoup du bassin de Lac, mais d'une façon plus générale pour toutes les entreprises, la urgence c'est d'arriver à passer la crise, et quand je dis passer, je pourrais presque employer parfois aussi le verbe survivre, vivre Absolument. après la crise et survivre déjà. Et là, la Chambre de commerce et d'industrie, mais je vais dire pareil pour la communauté des communes de Lac-Orthez, pour la région tout à l'heure avec Alain Rousset, pour beaucoup d'ailleurs de PCI, il faut être aussi créatif, inventif, mobilisé. Alors justement, j'ai remercié le côté santé, le côté logistique, tout ce qui concerne l'alimentation, mais je voudrais aussi remercier les agents de la CCI parce qu'il y a une véritable mobilisation autour de leur directrice générale Valérie Duboué. Vous avez reçu d'ailleurs Nadine Arnay hier. Il faut savoir qu'il y a une quinzaine de personnes
qui sont mobilisés pour répondre à l'inquiétude des entreprises. Et elles sont nombreuses. Alors ça va de simplement l'entrepreneur qui appelle parce qu'il veut un renseignement. Il y a eu plus de 1000 appels, 80 appels par jour au début. Aujourd'hui, c'est plutôt stabilisé autour de 40 appels, mais certains appels demandent un accompagnement complet. Et il y a eu en gros 500 réponses documentées et profondément développées par la CCI pour aider les PME et PMI. C'est essentiellement des petites entreprises qui ont besoin d'être rassurées, aidées pour répondre aux besoins de la directe, pour obtenir des prêts garantis, etc. Des appels aussi au niveau des banques pour aider ces petites compagnies à passer cette crise. Patrice Laurent, là on a un bon exemple finalement de la bonne juxtaposition qu'il peut y avoir dans les interventions entre des collectivités, entre des organismes consulaires, parce que là on a besoin de tout le monde. Hein. On n'est pas en train de se dire tiens pour une fois il y a trop de strates, etc. etc. On parlera dans la région tout à l'heure, mais vous au niveau de la communauté des communes de la Cortaise, avec cette compétence que vous avez sur le développement économique, vous avez agi très vite d'ailleurs pour déjà la survie économique, ce qui n'est pas d'habitude le prisme que vous avez. Oui, c'est exact. Nous avons par exemple dès le départ, dès le début, mis en place le report des loyers. Alors c'est un report, mais on examinera chaque situation à l'issue de cette crise. Et on effacera les dettes pour certains. Mais on parle de report parce qu'on héberge aussi dans nos locaux, je pense à Chem Startup notamment, on héberge des grands groupes industriels qui n'ont peut-être pas forcément besoin des mêmes aides que des PME ou des TPE qui localement souffrent. Alors on a un travail autour des loyers, puisque la loi NOTRe nous a donné sur la compétence développement économique le bâti, le foncier, et a renforcé le rôle des régions. J'en parlerai pas, je laisserai le soin au président Rousset d'en parler tout à l'heure. On a fait cette pause sur les loyers. On a également 6 personnes, 6 cadres au niveau de l'intercommunalité, qui répondent quotidiennement aux questions qui sont posées par les acteurs économiques au téléphone sur les aides mobilisables par les uns et les autres. Il ne s'agit pas de se faire concurrence, il s'agit au contraire de se serrer les coudes, ce qu'on a l'habitude de faire les uns et les autres, et d'aiguiller, d'essayer d'apporter les bonnes réponses, les bonnes informations à tous les acteurs économiques. Alors il y a d'autres choses qui sont mises en œuvre. On contribue à l'aide qui va être apportée par la région à hauteur de 50%, 2 € par habitant sur notre territoire. C'est 110 000 € de prêts d'honneur qui seront accordés à des TPE. Et on pense aux commerçants qui auront besoin de trésorerie pour se relancer, par exemple. Absolument. Alors, on va zoomer, si vous voulez bien maintenant, sur ce qu'est le bassin de Lac, sur ce territoire dont la grande histoire est connue souvent et fait partie d'ailleurs des livres d'histoire de la France dans sa construction de la deuxième moitié du XXe siècle. Ce bassin a considérablement évolué. On va commencer tout d'abord, si vous voulez bien, par une photographie fournie d'ailleurs par la communauté des communes de la Cortaise, photographie prise il y a déjà quelques semaines, mais qui va nous permettre d'avoir quelques chiffres clés sur ce qu'est le bassin. Et on complétera la photographie d'ailleurs et ce qui a changé ces dernières semaines, parce que avant le Covid-19, le bassin était toujours d'ailleurs, mais était en plein mouvement. On va vous expliquer tout cela en images. Regardez.
quelques images donc, de ce qu'est la communauté de communes de la Cortèze, et en particulier le bassin, mais qu'on va compléter par quelques explications. Patrice Bernos, quelques données peut-être pour bien comprendre ce que représente aujourd'hui celui-ci. Vous êtes le directeur, je le disais tout d'abord, du GIP Chempark. Alors pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce qu'un GIP Chempark? À quoi sert cet outil? Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir la Béarn. Merci pour cette invitation. Le bassin industriel de Lac et Chempark, c'est un outil d'animation économique et territoriale sur le bassin de Lac et auprès de la communauté de communes de la Cortèze, avec la participation de tous nos partenaires, à commencer par l'État, avec bien sûr le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, avec également la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, parce que c'est quand même un bassin industriel qui va de Pau jusqu'à Lac, et même maintenant sur le territoire d'industrie Lac-Potarbes. Ce sont surtout 4 plateformes à caractéristiques Céveso. Alors on va aller voir l'image. J'ai demandé à la régie qu'il diffuse en plein écran cette carte qui permet un petit peu de mieux comprendre aujourd'hui ce qu'est le bassin. Allez-y. Donc 4 plateformes à caractéristiques Céveso, dont la plateforme historique qui est celle de Lac, sur laquelle le gaz a été découvert et exploité à titre commercial pendant 60 ans. Ce que je tiendrais à souligner, parce que ce n'est pas encore connu, ou du moins universellement connu, c'est que le gaz sur Lac, ce n'est pas mort. C'est pas fini. Oui, on en reparlera, Il y mais en vous a avez raison. toujours, Tout à fait. il y en aura encore, puisqu'on sait à aujourd'hui que les réserves que nous avons conservées grâce à la décision de Total d'arrêter l'exploitation à titre commercial suffisamment tôt permettront de continuer à utiliser ce gaz sur un plan industriel pendant environ une 50aine d'années. Donc là, vous avez la plateforme d'Induslac, une plateforme historique, et vous pouvez 224 hectares, hein, donc on voit là, ça donne la hectares, proportion évidemment de ce que ça une dizaine représente. De sociétés avec 700 salariés, et sur lesquelles progressivement, au fur et à mesure de la remise à disposition des terres polluées par Total, nous avons des hectares qui sont disponibles. Là, on a la plateforme de chimie fine de Morinx, qui avait été créée en 1975 et qui est essentiellement dédiée à la pharmacie et à la cosmétique. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. On va y revenir en effet tout à l'heure. Prochaine plateforme. La prochaine plateforme, c'est la plateforme qui est intégralement dédiée aux activités d'Arkema et qui continue d'exister grâce justement à cette décision d'arrêter l'exploitation du gaz à titre commercial, puisque dans le gaz, il y a de l'H2S, ce qui a permis de développer la chimie du soufre, qui est le cœur de métier historique d'Arkema, ancienne filiale d'Elf Aquitaine ou sous le nom d'Elf Atokem. Prochaine plateforme. Alors là, de quoi s'agit-il? Là, ça, c'est quelque chose qui est vraiment une création au titre du GIP Chempark depuis un certain nombre d'années. C'est une plateforme de recherche, développement, transition, transfert de technologie qui a été créée en 2011, qui progresse pratiquement depuis, avec plusieurs projets de complément de bâtiments. Et cette plateforme héberge à aujourd'hui une petite dizaine de sociétés, dont certaines ont maintenu leur activité malgré la crise sanitaire. Je pense notamment à M2I, qui est une société qui commence à faire beaucoup parler d'elle, qui utilise des applications sur les phéromones qui vont permettre de traiter les plantes et les cultures de manière biologique. Absolument. Et qui poursuit ses activités malgré la crise sanitaire parce qu'on est en pleine activité saisonnière. Et puis, ici, on voit afficher quelques investissements. On peut les mettre en plein écran. Ces investissements en cours et à venir. Ma première question, vous allez les détailler, hein, mais ma première question, cette diapo-là, ces images-là ont été faites, je dirais, avant la crise du Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un quelconque risque ou il y a une quelconque remise en cause de ces investissements dont on voit que le montant sur les 5 prochaines années est absolument considérable? Alors, nous n'avons pas volontairement chargé l'émission en remontant sur tous les investissements réalisés au cours des dernières années. Oui, bien sûr. Nous avons seulement indiqué là, on est dans ceux à venir, là, juste les en investissements cours, là, qui sont en cours et à venir, notamment avec l'implantation
de 4 centrales solaires au sol par la filiale de Total Cadran. Ouais. Donc là, on va installer 54 MW de production via des panneaux solaires en 4 centrales, centrales solaires au sol. Nous avons un projet qui est acté et qui devrait démarrer cette année ou en tout début d'année prochaine, après la finalisation de toutes les procédures réglementaires. C'est un projet qui est porté par une société régionale et qui s'appelle Fonroche, qui est un projet de méthanisation qui va utiliser des déchets verts grâce à un partenariat avec notre coopérative bien connue qui s'appelle Euralis, oui, et qui va produire du biogaz qui sera injecté dans le réseau de Terega ex-TIGF. Et enfin, nous portons un projet qui est en phase finale de décision, qui est un projet qui s'appelle Pavillon Vert et qui devrait produire de l'électricité et de la vapeur verte par utilisation de déchets ultimes. Et puis on va afficher maintenant une dernière diapositive qui est intéressante parce qu'elle va nous permettre d'ouvrir quelque part aussi le débat. La chimie au service de la transition énergétique. Chempark, un écosystème pour la transition énergétique. Ce positionnement, déjà autour de la transition énergétique, c'est aujourd'hui un positionnement qui traduit bien la façon, Patrice Laurent peut-être, la façon dont tout le bassin évolue. D'ailleurs, vers le futur, alors que historiquement, on l'a vu tout à l'heure, on aurait pu remonter d'ailleurs sur les années de découverte, des gisements, etc., etc. Historiquement, évidemment, on n'était pas dans la même logique. On était sur ce qu'on appelait la chimie du carbone. On était sur des énergies carbonées et une chimie qui tournait autour du pétrole ou du gaz et du carbone. Cette idée de passer vers une industrie verte, respectueuse de l'environnement, qui soit une industrie autour des énergies renouvelables. C'est une idée que l'on partage avec tous les acteurs locaux, les industriels, Chempark, la région, évidemment la communauté de communes de la Cortaise. D'ailleurs, Pierre Nergarien, on parlait de la Green Valley à un moment. Et aujourd'hui, on voit que les projets que vous venez d'évoquer, ce sont des projets qui sont inscrits depuis des années et des années et qui, je l'espère, en tout cas je le pense, ne seront pas remis en cause avec la crise, puisqu'on est vraiment sur une décarbonisation de notre planète et on voit bien aujourd'hui les enjeux quant à la crise que l'on traverse. Pierre Nergarien. Oui, je vais revenir sur l'écosystème, mais je voudrais quand même dire quelque chose de fondamental. Grâce à des sociétés comme Total, Arkema, Toray, il faut parler de Toray, les fibres de carbone, c'est très important. Et bien sûr Vertex Bioénergie. On a consolidé les emplois qui existaient avec le gaz. Autrement dit, la première chose qu'a fait Chempark, c'est de consolider 7500 emplois sur le site. Il faut savoir qu'à la fin du gisement de Lac, ou pratiquement à sa fin, on aurait pu se retrouver avec 200, une 300, perte colossale d'emplois, bien sûr. Donc le premier objectif, ça a été de consolider ces emplois grâce à Sobeji, et grâce à ces choses-là, aujourd'hui, sont consolidées. Et donc la deuxième étape, et c'est là où on va vers le futur, l'après, eh bien ça a été cette réflexion sur la transition énergétique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut valoriser des sujets comme l'hydrogène, j'y reviendrai plus tard, comme le CO2. Voilà des éléments qui demain vont rester dans la dynamique qu'il y a actuellement sur le bassin de Lac. Mais Patrice Bernos, pendant cette période avec le Covid-19 qui a totalement bouleversé la donne, est-ce que l'activité industrielle, d'une façon générale, sur le bassin, a réussi à se maintenir ? C'est une question très importante, effectivement, parce que quand on entend parler de l'arrêt économique, malheureusement, on sait que ça touche beaucoup de secteurs. On sait que ça touche également un certain nombre de secteurs industriels, qu'il n'y a pas que le petit commerce, qu'il n'y a pas que la culture, qu'il n'y a pas que le tourisme. Par exemple, l'aéronautique. Voilà, exactement, l'automobile, l'aéronautique. L'exemple, c'est Toray chez nous. Oui. Il faut quand même avoir conscience que les fibres de carbone rentrent pour une grande partie dans la production aéronautique. Oui.
Et qu'à aujourd'hui, les problèmes de l'aéronautique, les problèmes des compagnies aériennes et les problèmes donc d'Airbus et de Boeing peuvent créer un certain nombre d'annulations de commandes au niveau de la sous-traitance aéronautique ou d'une autre société comme Toray chez nous. Mais effectivement, chez nous, sur le bassin de Lac, il faut souligner que pratiquement toutes les industries, à l'exception effectivement de Toray qui a eu une petite période d'arrêt d'activité, toutes les sociétés industrielles ont poursuivi leur activité, souvent dans des conditions dégradées, parce qu'il a fallu quand même tenir compte de toutes les mesures de sécurité. Et des gestes barrières pour mettre en sécurité les salariés, le personnel. Des gestes barrières pour mettre en sécurité les salariés, pour tenir compte des arrêts de travail dus à la garde d'enfants, etc. Donc, toutes ces mesures sociales ont été mises en place malgré tout pour maintenir l'activité. Dans les premières phases du confinement, les sociétés n'ont pu mobiliser à peu près que 40 à 45% de leur main-d'œuvre de production. À aujourd'hui, avec l'évolution et avec la mise en place de toutes les mesures de sécurité supplémentaires, elles arrivent à peu près à mobiliser 70% de leur outil de production pour continuer. Et il faut souligner que c'est une action qui est impérative et nécessaire alors que nous sommes en pleine crise sanitaire, puisque un grand nombre des matières premières, des composants qui sont fabriqués par des chimistes vont justement vers les activités sanitaires et les activités du secteur de la pharmacie. Alors vous avez raison d'insister là-dessus, Pierre Nagarian. La chimie, on le voit plus que jamais, est à la base de beaucoup de questionnements, d'interrogations, parce qu'elle est à la base de beaucoup de produits. On l'ignore bien souvent. Le bassin a fait preuve de beaucoup de réactivité, j'ai presque envie de dire de créativité également pendant cette période, parce qu'on parle du maintien des activités, mais il y a même eu des nouvelles activités ou des nouvelles formes de travailler, de produire, de servir, dans le bon sens, dans le sens noble, je dirais, du terme, le reste de l'industrie pendant cette période. Absolument. Il y a eu une réactivité exceptionnelle, il faut le dire. Il y aura des témoignages d'entreprises tout à l'heure, on va y venir, mais juste pour dire un mot, il fallait... l'activité de bioénergie de Vertex était complètement arrêtée, puisqu'il ne fournissait plus, s'il n'y a pas d'essence qui se vend, le bioéthanol qu'on met dans nos réservoirs, il n'était plus utilisé. Donc, ce bioéthanol était disponible, mais il n'avait pas les caractéristiques pour être, pour être transformé en glycol et en gel pour le côté sanitaire. Pour le côté sanitaire à la base. Donc, il y a eu une action menée par Patrice Bernos, auprès des unions d'industrie chimique pour que ce produit puisse être agrémenté et accrédité pour ce genre de solution. Et donc il y a eu une réactivité extrêmement puissante, je crois que ça, en 24 heures ou 48 heures, l'obtention a été obtenue auprès des autorités, des douanes, services des douanes, et donc Vertex et on le verra à Novéal, ont pu avoir ces produits et développer donc ce nouveau produit. Mais je voudrais aussi souligner autre chose. On reviendra sur Novéal et Vertex. Mais je voudrais aussi dire que dès le début de la crise, j'ai eu un appel du président de la région, Alain Rousset, qui témoignera tout à l'heure. Il m'a appelé pour me dire, Pierre, il faudrait que nous montions une réflexion avec les grands groupes pour voir comment relocaliser une partie de ce qui se fait en Chine. En Chine, pour le nommer en Chine, où il y a une grande partie aujourd'hui des premières molécules. Je n'ai rien contre la Chine, mais il faut quand même savoir que 90% de la pénicilline fabriquée dans le monde vient de Chine. Donc, dans les questions qu'il faut se poser à travers cette crise, voilà des vraies questions. Et donc, est venue à l'idée de voir ce qui pourrait être relocalisé en matière de pharmacie de base, vu nos sites Céveso, sur Lac. Et donc c'est cette réflexion-là que nous avons relancée et qui a été d'ailleurs reprise par la CCLO. Et on est dans cette démarche de volontariste pour amener de nouvelles unités sur Lac. Oui, parce qu'il y a la réaction rapide, et vous avez cité des entreprises, on va avoir dans quelques instants le directeur de Novéal en ligne, Bruno Cabourg, mais on peut citer Arkema qui a dédié une ligne pilote de l'un de ses centres de recherche en France à la et à la fourniture en masse et gratuite de solutions alcooliques aux hôpitaux, DRT, qui produit également du gel pour distribution aux acteurs sanitaires dans les Landes. On voit bien que le monde industriel
et n'est pas avare de créativité, de remise en cause, parce qu'il faut se mobiliser d'urgence. Hein. Patrice. Je pense que les industriels ont eu une réaction très rapide et surtout, ils ont travaillé ensemble. Oui. C'est ce qui est c'est extraordinaire. une clé, Je pense que l'exemple que vous allez montrer tout à l'heure avec Novéal et avec Vertex, c'est l'exemple typique de la collaboration qui a pu être menée, même si effectivement, comme le disait Pierre, à l'origine, il a d'abord fallu obtenir que le bioéthanol de Vertex soit autorisé dans l'application, dans l'utilisation, ce qui a été fait. Mais je pense que c'est un exemple de collaboration qui rejoint l'exemple de collaboration dont on parlait tout à l'heure. J'aurais voulu quand même finir de dire un mot là-dessus, sur le site de Pardis-Noguer. C'est une idée à la base que nous avons partagée avec la communauté de communes La Cortèze. C'est quelque part une réussite. Et c'est quelque part, je dirais, un degré de satisfaction extraordinaire de pouvoir voir comment on a réussi ensemble, avec ce partenariat, à reconquérir une friche industrielle sur laquelle, malheureusement, il y avait un certain nombre d'activités qui avaient fermé au fil des années. C'est clair. Pour le mot friche, on peut se le dire. Le mot friche industriel, il n'est pas surfait. Hein, pour en faire à aujourd'hui vraiment un site qui va être cité un exemple, je pense, d'ici quelques années et qui sera le fruit d'une collaboration au sein de Chempark entre les différents partenaires. Et je citerai un dernier exemple avec la plateforme, le Centre technologique régional Canoë, qui travaille sur les matériaux composites, qui a permis pratiquement, avec le soutien encore une fois de la région de Nouvelle-Aquitaine, de doubler la surface de base de Chem Startup en l'espace de quelques années, puisque les derniers bâtiments ont été construits pour ce centre technologique et que derrière, on a une nouvelle opération qui va s'enclencher. Ça fait partie des projets dont on espère que le Covid ne les tuera pas. Ne les tuera pas. Patrice Oran, rapidement. Oui, alors sur la zone de Pardis, moi je souhaite saluer une personne dont on n'a pas encore parlé, c'est Jacques Cassiori, le président de la communauté de communes de La Cortèze, que j'ai qualifié à de nombreuses occasions de Super Jackie, et qui a fait de cette zone de Pardis qui était un maquis à sanglier. On parle de friche industrielle, c'était un maquis à sanglier. C'est d'ailleurs la plus grande plateforme en termes de surface du bassin de la Cortèze devant Induslac. Et avec volontarisme, avec tous les acteurs qui sont présents ici, sur ce plateau aujourd'hui, on a racheté ces terrains, on les a requalifiés, ils ont été dépollués. Et aujourd'hui, quand c'est le thème de l'émission, le monde d'après, aujourd'hui, quand on parlera de relocalisation industrielle, eh ben on est aujourd'hui un site industriel clé en main, labellisé par l'État, et prêt à accueillir du jour au lendemain ces nouvelles productions qui reviendront en Europe, en France et j'espère chez nous. En tout cas, au travers de vos propos, la collaboration, c'est un mot qui revient souvent, le fait de travailler ensemble, et c'est sans doute la clé également du succès quelque part de ce bassin lorsqu'il est confronté à des véritables enjeux, l'enjeu de trouver une nouvelle façon de se construire, d'attirer de nouveaux investisseurs, de collaborer dans les moments de crise comme ceux qu'on voit là, parce qu'on l'a peut-être repassé rapidement tout à l'heure, mais la force du bassin, c'est d'avoir des très gros groupes, et puis d'avoir un maillage de sous-traitants, de TPE, voire des TPE, de PME, extrêmement riche, diversifié, et avec des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, d'échanger, et ça, quelque part, c'est une des clés de succès. Pour preuve, la collaboration qu'on va citer maintenant, qu'on a commencé à évoquer, entre Novéal et Vertex Bioénergie du Sud-Ouest, qui ont coopéré donc pour la production de gel à base de bioéthanol. Alors nous devrions avoir Pierre Moreau, mais dans quelques instants, la liaison n'est pas encore établie, me dit-on, qui est également par ailleurs le président de l'association Lac Plus, qui fédère et qui regroupe justement l'ensemble des acteurs. Mais pour l'heure, nous avons Bruno Cabourg, qui est le directeur de l'usine Novéal à Mourinx, en liaison avec nous. Bonsoir Bruno Cabourg. Bonsoir. Merci d'être là. On évoquait finalement cette aventure industrielle qui n'était pas prévue au programme, de collaboration entre votre société, votre usine, et puis Vertex Bioénergie. Alors, un mot de présentation sur ce qu'est Novéal déjà aujourd'hui, et puis après on parlera de la façon dont vous avez mis en production ce gel à base de bioéthanol. Donc Novéal est une filiale du groupe L'Oréal, présente sur le bassin depuis 1977. Et en fait, Novéal fournit les ingrédients qui vont rentrer dans les formules mises en œuvre par les usines du groupe
qui se situe partout à travers le monde. Donc en fait, c'est vraiment la seule usine de chimie fine qui va donc a pour mission de délivrer les matières premières pour le groupe L'Oréal. La continuité de l'activité, alors même qu'il a fallu prendre évidemment des gestes, faire office évidemment de protecteur pour les salariés hein, sur le bassin, dès le début qui travaillent sur le bassin. La continuité de l'activité, pour vous, elle se situe à quel niveau aujourd'hui? Avant de parler de continuité, il faut préciser que c'est d'abord et avant tout une démarche globale de l'ensemble des usines du groupe L'Oréal. Hein, qui s'est mobilisé partout en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique du Sud, justement pour répondre et faire face à cette responsabilité de distribuer et de contribuer, je dirais, à l'effort collectif de lutter contre le coronavirus. Et pour nous, ça a été une grande fierté de contribuer à cette démarche-là. Donc effectivement, comme vous l'avez signalé, la sécurité de nos collaborateurs était vraiment la première chose à verrouiller, avec le respect strict des gestes barrières, la prise de température de nos collaborateurs à la prise de poste, et d'adapter un petit peu notre volumétrie à notre capacité de respecter ces gestes barrières. Ça a eu pour conséquence pour nous d'avoir à changer de modèle horaire, hein, puisque nous sommes passés, nous étions sur un modèle horaire de 4-8, et nous sommes passés en 3-8 justement pour réduire cette amplitude horaire. Et dans ces cas-là, on était toujours en capacité de respecter ces gestes barrières. Et avec donc, je le disais tout à l'heure, la capacité également à prendre du temps, à travailler avec d'autres acteurs du bassin, avec Vertex en particulier, pour produire ce fameux gel à base de bioéthanol. C'est arrivé comment cette collaboration? On avait entendu tout à l'heure l'origine, mais est-ce que ça a été facile de la mettre en œuvre, de la mettre en place dans la période actuelle? Tout à fait. Donc, et j'ai été d'ailleurs surpris à la vitesse à laquelle ça a pu se mettre en place, puisqu'en fait, nous, on a pu maintenir une activité aux environs de 70%. Et quand on a commencé à regarder la possibilité de modifier nos agendas et notre planification pour se mettre en ordre de marche pour faire de la lotion hydroalcoolique, parce qu'en fait, nous n'avions pas les outils industriels pour faire du gel hydroalcoolique. Donc, on a commencé à récupérer la formule de l'OMS que nous avons demandé à L'Oréal de codifier. Ah oui. Une fois cette étape remplie, ensuite, on s'est dit, voilà, on y va, nous avons de l'alcool. Et en fait, Pierre nous a contactés en disant, mais si vous recherchez de l'alcool, en fait, moi, je me propose. Et donc, du fait de ce changement du décret, on a pu soumettre cette proposition au groupe, qui l'a acceptée, je dirais, dans l'heure. Et dans la foulée, on a pu, je dirais, commencer cette collaboration et cette production de lotion hydroalcoolique. Comment vous envisagez la sortie de cette crise et quelque part l'avenir à la fois des industries comme les vôtres et plus spécifiquement du bassin? Je vais poser la même question à nos invités ensuite en plateau. Je pense que comme depuis le début de cette crise sanitaire, en fait, on navigue un petit peu, ça nécessite d'avoir une agilité, hein, puisqu'en fait, les connaissances sur le coronavirus, voilà, on en apprend un petit peu tous les jours. Donc, en fait, il faut avoir toujours cette capacité d'adapter notre organisation face à ces nouvelles instructions, directives. Donc, le déconfinement, à ce jour, pour nous, on l'entrevoit de la façon suivante. C'est que je pense que les gestes barrières vont rester, je pense, encore un petit peu. Le télétravail, voilà, on l'a mis en œuvre, on l'a testé vraiment grandeur nature. Hein. Pour ce qui nous concerne, 40 personnes sont en télétravail sur un effectif total de 150. Et en fait, je dirais que la sécurité première, enfin le point prioritaire sera malgré tout de conserver ce respect strict des gestes barrières et de ne pas se dire ça y est, on repart en 4-8 et puis on fait comme si de rien n'était.
je pense que on va un peu partir comme ça, on va tâtonner. Et là, j'ai eu un comité de direction ce matin avec mon équipe en disant, mais réfléchissons, quelles sont les zones dans lesquelles on est encore peut-être sensible, ou si on a l'ensemble du personnel, comment peut-on garantir ce respect strict des gestes barrières? Merci beaucoup en tout cas d'avoir apporté votre témoignage. On va joindre Pierre Moreau dans quelques petites minutes. Mais entre-temps, on va contacter Alain Rousset qui va être en liaison avec nous dans quelques instants parce qu'on a commencé à aborder avec vous, et je vous en remercie Bruno Cabourg, la question de la relocalisation. Cette question, Pierre Nagarian, Patrice Bernos et Patrice Delaurent, cette question de la relocalisation, elle est absolument capitale. Il faut dire que plusieurs industriels avaient déjà engagé par le passé déjà cette réflexion sur la possibilité de relocaliser leur production amont. Alors, le bassin de Lac, il est bien placé pour ça dans son devenir? Patrice. Je pense qu'il faut refaire un tout petit peu l'histoire sur ce plan-là, mais en allant très vite, rassurez-vous. Si les gros industriels, à un moment donné, ont été amenés à réfléchir à délocaliser leur production de base au niveau des composants ou des principes actifs dans le domaine de la pharmacie, c'est pour répondre aussi à des exigences de marché. Oui, absolument. C'est tout simplement parce qu'on leur demandait de faire des efforts sur les prix pour essayer de combler le déficit de la sécurité sociale d'un côté, pour essayer de satisfaire les besoins des consommateurs de l'autre. Donc il faudra qu'il y ait une prise de conscience globale. Je pense que cette prise de conscience des industriels à part entière, elle a eu lieu déjà avant l'impact du Covid-19. Je crois que les industriels s'étaient déjà rendus compte que, les produits la production qui avait été délocalisée manquait de fiabilité, manquait de qualité, et que quelque part le bilan économique et le bilan carbone de tout ce qui concernait la logistique pour rapatrier ensuite les composants de base vers les usines de production. Donc il y aura des efforts technologiques à faire, mais il y aura aussi des efforts d'accompagnement pour faire en sorte que, un peu comme on a fait dans l'agroalimentaire, un peu comme on a fait dans le textile, le Made in France, ou pourquoi pas le Made in Europe quand même, soit reconnu et bénéficie en quelque sorte d'une sorte de bonus pour permettre aux industriels d'avoir un modèle économique nouveau. Pierre Nagarian. Pour poursuivre le propos de Patrice, moi je dirais qu'il y a trois éléments fondamentaux qui mettent le bassin de Lac en bonne position pour accueillir cette relocalisation. Le premier, c'est le biosourcing. Il faut qu'on se distingue, et donc les produits biosourcés pour la pharmacie demain seront essentiels dans la réussite et dans cette volonté de transition énergétique, de transition écologique. Donc, premièrement, le biosourcing, c'est quelque chose de très important qui pourra se faire à Lac. Deuxièmement, l'acceptabilité. Et ça, il faut en parler. On a une exigence de plus en plus importante à respecter vis-à-vis des populations environnantes. On se doit une grande transparence, on doit expliquer ce qu'on fait et on doit montrer l'ensemble des mesures de sécurité qui sont prises. Et ça, c'est absolument nécessaire à la réussite de cette relocalisation. Et puis le troisième point, Patrice en parlait, c'est qu'il faut dire la vérité. Et il y a toute une éducation à faire sur le niveau de prix. Le prix d'un médicament fabriqué à Lac ça ne sera pas le même. Alors après, tout dépend ce qu'on met dans la... Mais on peut quand même dire qu'il y aura 15 à 20% de prix supplémentaires. Toute la question politique sera de voir comment on traite ces 20%. Est-ce qu'il vaut mieux faire travailler des gens ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des chômeurs? Voilà, alors, puisque l'on parle en effet de cette question fondamentale, je voudrais qu'on rentre en liaison avec le président de la région Nouvelle-Aquitaine qui nous fait le plaisir d'être avec nous en liaison. Alain Rousset, bonsoir. Bonjour. Bonsoir à vous. Merci, Monsieur le Président, de nous accorder quelques minutes sur un sujet que vous connaissez fort bien, que vous portez d'ailleurs en tant que président de la région, et qui plus est, lorsque l'on parle d'un bassin que vous connaissez d'autant plus pour y avoir exercé, il faut le rappeler pour ceux qui le découvriraient peut-être, déjà des activités professionnelles tout à fait au début de votre carrière. Tout à fait, oui. Alors, avant de parler du futur... Du bassin, oui.
Absolument. Avant de parler du futur, moi je voudrais qu'on commence à évoquer, Président, l'action très volontariste de la région Nouvelle-Aquitaine, déjà pour passer la période que nous vivons, avec des annonces que vous avez faites en matière de soutien très fort au niveau de l'activité économique et associative, avec des dispositifs vraiment volontaristes. Avant de parler du futur, on fait déjà un petit point sur cette action que vous avez tenu à mener très rapidement d'ailleurs. Alors, il y a trois niveaux d'intervention. D'abord, un niveau d'intervention qui fait, et heureusement que les pouvoirs publics sont là, que leur action continue. À la dernière commission permanente, vous savez, c'est cette assemblée d'élus qui décide de décliner financièrement les différentes sommes qui sont votées dans le budget de la région. On a voté 60 millions d'euros pour les entreprises qui, on l'a vérifié auparavant, continuent leur projet d'investissement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est clair. Deuxièmement, nous continuons à verser aux associations comme aux entreprises qui sont en commande publique avec nous. Je pense aux entreprises de transport, je pense aux entreprises du bâtiment. Les chantiers vont permettre de verser des avances plus importantes qu'avant. Donc il y a tout ce système qui fait qu'on a essayé d'être assez réactif. De la même manière, les commandes de masques, on a commandé 6 millions de masques, on va en recommander là pour la rentrée scolaire et puis le cas échéant pour le besoin des petites entreprises. Voilà pour le fonctionnement normal des pouvoirs publics, du pouvoir public régional. Deuxièmement, le plan d'urgence, pour l'instant, il est autour de 70 millions d'euros. Une partie se joue avec l'État, c'est les fameux 1 500 euros pour les dirigeants non salariés, en dehors du chômage partiel. Les régions vont instruire un deuxième fonds qui ira de 2 000 euros à 5 000 euros sur ces toutes petites entreprises. Donc là, en gros, on peut considérer qu'il y a une vingtaine de millions d'euros. On va rajouter, au-delà de ces 70 millions d'euros, vraisemblablement une vingtaine de millions d'euros sur des opérations que nous menons dans le cadre du Fonds de solidarité avec l'État. Tout à l'heure, Pardon, allez-y, Président, allez-y. Non, mais je ne voudrais pas être trop long sur ces précisions. Non, mais simplement tout à l'heure, on évoquait également les interventions des EPCI, de la communauté de communes de la Cortaise, alors en l'occurrence aujourd'hui, mais d'autres EPCI en général, EPCI, région, État. C'est une action qu'on porte avec la Caisse des dépôts, chacun mettant 12 millions d'euros, en gros 2 euros par habitant. Ouais. Et chaque intercommunalité, chaque agglomération peut abonder ce fonds pour son territoire, mais aussi en pensant aux très petites communes et aux très petites intercommunalités. Donc on est à 24 millions d'euros région plus Caisse des dépôts. Je pense qu'on va facilement doubler, peut-être tripler ce fonds. J'espère bien qu'on arrivera autour d'une centaine de millions d'euros pour le petit commerce, l'artisan, le restaurant, pour essayer de les aider en trésorerie à passer cette période. Ce sont des avances remboursables avec 2 ans de différé. On a créé un fonds avec les banques, notamment les banques mutualistes, où la région met 20 millions d'euros pour faire des accompagnements qui ne seraient pas dans les premiers fonds de l'État, soit le fonds de garantie, soit le fonds de solidarité. Avec 20 millions d'euros, on va lever 100 millions d'euros pour les entreprises. On a un fonds de 5 millions d'euros pour les associations, parce que sur tous nos territoires, si nous perdions le tissu associatif, avec l'absence de manifestations sportives, culturelles, humanitaires, etc., ce serait littéralement une catastrophe. Et nous avons gardé aussi un dispositif d'action directe de la région. Donc voilà sur le plan du secours. Il faudra qu'on s'occupe plus particulièrement, je ne sais pas encore ce que veut faire le gouvernement, des problèmes de restaurants, de tourisme
à la veille de la saison d'été. Absolument, avec la part très importante que cela véhicule dans l'économie, et en particulier dans l'économie de la région Nouvelle-Aquitaine. Justement, quels enseignements, entre guillemets, avant de parler de la relocalisation qui fait partie qui est au cœur de nos sujets aujourd'hui, quels enseignements vous pensez qu'il va falloir tirer de la crise que nous vivons aujourd'hui dans la façon, je dirais, de gérer, de réagir, d'être au plus près des besoins de chacun, entre le niveau de l'État, puis le niveau des régions, comme celle que vous pilotez, et puis ensuite des autres structures territoriales d'ailleurs? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, et j'entendais Pierre l'exprimer tout à l'heure, il y a d'abord l'analyse politique à faire. Tout à fait. On a progressivement déglingué l'hôpital public, sous-payé les médecins, moqué l'action publique, qui était devenue de l'inspection des finances jusqu'à la Cour des comptes, c'était des attaques à charge à chaque fois. Aujourd'hui, s'il n'y a pas l'action publique, la France s'arrête complètement, n'existe plus. La santé n'est plus là. Donc il faut qu'on s'interroge sur les délocalisations massives, notamment par certains grands groupes, sur toutes les opérations qui ont été menées sur l'organisation industrielle de notre pays. Manque d'entreprises de taille moyenne, les ETI de taille intermédiaire, structuration de la sous-traitance aéronautique, et ça nous concerne particulièrement dans les Pyrénées-Atlantiques où on a, je crois, 10 millions d'emplois d'aéronautique, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, comment on réagit? Il y a un débat politique, laissons-le maintenant. On peut le reprendre si vous le souhaitez. Il y a quelque chose de très factuel à faire. Comme on l'avait fait à partir de l'AC d'ailleurs, et l'installation du laboratoire d'Hydro-Québec, qui a fait que la Nouvelle-Aquitaine est aujourd'hui la région de France qui est prête à accueillir toutes les activités, non seulement de recherche-développement, mais de développement des batteries et du stockage d'énergie. Il faut le faire de deux manières. C'est pour ça que j'ai immédiatement appelé Pierre Naguère-Arion pour lui demander de s'associer à la démarche. Comment, avec les chimistes, avec les pharma, reconquérons-nous les bases de médicaments qui sont à 80% importés de Chine et d'Inde, avec les problèmes géopolitiques de prix et de qualité qui se posent aujourd'hui. Le bassin de Lac et bien entendu avec la présence d'Arkema, un des lieux, il y a Bergerac aussi, le site de Bergerac, mais en tout cas il y a une réflexion globale. Et ce que disait Pierre, c'était un peu la discussion que nous avons eue et un peu la commande que j'avais passée, c'est comment aujourd'hui je sors pour faire un saut technologique la base des médicaments de produits carbonés en produits biosourcés, avec notamment cette très belle entreprise qui est dans les Landes, qui s'appelle DRT, pour dérivés résiniques et terpéniques, et qui fait les bases de cosmétiques à partir de la résine. Donc comment on a une nouvelle race de médicaments biosourcés, comment ensuite on maîtrise le prix des médicaments? Parce que souvent la France invente une molécule, la fait industrialiser aux États-Unis, et le prix du médicament qui nous revient est insensé. C'est des dizaines de milliers d'euros. Donc c'est un problème de souveraineté, à la fois française et européenne. Et le deuxième groupe de travail que j'ai mis en place sur l'électronique, parce que aujourd'hui votre micro, une voiture, un tracteur, un IRM a des cartes électroniques. On ne sait plus faire les bases de ces cartes. Là aussi, il faut faire un saut technologique, il faut qu'il y ait une rupture technologique, mais il faut qu'on reconquiert cette compétence, ces compétences industrielles.
Alain Rousset, Pierre Dingararian et Patrice Bernoz l'évoquaient d'ailleurs juste avant, cette réindustrialisation, cette relocalisation ici, que vous appelez de vos voeux, et d'ailleurs depuis de nombreuses années d'ailleurs, elle passe également par une acceptation à la fois des populations voisines et quelque part des questions en effet sur le prix à payer. Et quand je dis le prix à payer, c'est avec le double sens qu'il peut y avoir derrière ce mot-là. Sous quelles conditions, outre que celles que vous venez de poser d'ailleurs à juste titre, va-t-il falloir expliquer, va-t-il falloir convaincre, selon vous, que c'est nécessaire dans le monde de demain de se poser ces questions et de remettre des usines au cœur de notre stratégie de développement? Je ne suis pas sûr que ce soit difficile. Vous savez, on a inventé, pas très loin de Pau, à Bordes, l'usine du futur. C'est vrai. C'est-à-dire une usine où la compétitivité et la productivité bondissent par une autre organisation du travail et un enrichissement des tâches et une amélioration des conditions de travail. Et l'usine, c'est d'abord une communauté humaine. Et c'est les hommes et les femmes à l'intérieur de cette usine, quel que soit leur statut, qui font sa compétitivité. On a tellement épilogué sur les charges, la fiscalité, le montant des salaires. Enfin quoi, la France ne va pas payer, et les entreprises françaises ne payent pas et ne paieront pas leurs salariés au prix où la Chine paye les petites mains qui font les masques aujourd'hui ou qui assemblent les masques. Hein, il faut qu'on sache robotiser, automatiser, il faut qu'on sache mettre une valeur ajoutée importante. Et effectivement, c'est comme pour les produits agricoles de qualité, qu'on ait un prix à la sortie qui rémunère l'activité. Pour autant qu'il y ait aussi un retour d'un peu d'éthique chez, vous connaissez les inégalités à travers le monde, et je suis moi particulièrement choqué, la presse aussi, et beaucoup de patrons de PME ou de TI aussi, des salaires faramineux que se versent un certain nombre de très grands patrons. Hein, voire, pour ne pas le nommer, le nouveau patron de Renault, pour être clair. Donc, on a toute une réflexion à faire sur les chaînes de valeur, sur effectivement la façon avec laquelle les nouvelles technologies de robotisation, c'est l'usine du futur, la numérisation, font que la compétitivité des entreprises, un peu comme en Allemagne, peut se faire sans avoir, avec une vraie stratégie industrielle, celle que l'on évoquait tout à l'heure et que Pierre a précisé devant vous, de telle sorte qu'on puisse offrir des emplois de qualité à nos concitoyens. Après l'acceptation sur un bassin d'emploi, on a eu quelques épisodes difficiles et malheureux, et on n'est plus dans le temps où Pierre dirigeait le site, où moi je pouvais être en responsabilité de reconversion. Il faut donc que ce soit avec des technologies nouvelles, et ces technologies biosourcées, avec en plus le plus grand massif boisé, la plus grande région agricole d'Europe, tout à fait, avec l'océan qui est une mine peut-être des médicaments de demain, est une chance pour nous. Est-ce que selon vous, il y a également à revoir au niveau des réglementations européennes en particulier, françaises bien sûr, mais européennes également, quant au règlement d'intervention, quant aux capacités finalement à réorganiser l'accompagnement de ce nouveau système que vous appelez de vos voeux? Il faudra de l'argent. D'où la question. Voilà. D'abord, il faut mettre beaucoup d'argent, faire travailler les équipes ensemble pour comprendre le Covid. J'étais tout à l'heure dans une discussion avec un éminent professeur de médecine. Il me disait lui-même, et vous me permettez cette trivialité, ce virus est une vraie saloperie. Oui. Qui s'instille non seulement dans les bronches, mais dans le cœur, sous la peau, qui peut avoir des effets majeurs. On ne le connaît pas très bien. Oui. On ne sait pas bien détecter les anticorps, c'est-à-dire la capacité qu'un organisme aurait déjà eu la maladie pour s'en immuniser. On ne sait pas si l'immunité durera ou s'il faudra, comme pour le virus de la grippe, être vacciné tous les ans, avec vraisemblablement une vaccination qui devrait être obligatoire, parce que la mortalité de ce virus est
est insupportable. Mais ce ne sera pas une vaccination comme celle de la variole, de la poliomyélite, etc., tous les grands vaccins qu'on avait. Ce sera un autre type de vaccin qui devra être produit. Donc voilà, donc c'est un défi majeur et la région lance un appel à manifestation d'intérêt justement sur le Covid. Comment je multiplie les tests, comment je suis les cohortes, comment je comprends la maladie, comment avec des associations de patients ou des startups, je peux continuer à avancer. On va faire un peu comme on a fait sur une plateforme qui a une quinzaine de jours et qui réussit beaucoup. C'est-à-dire qu'on a mobilisé les entreprises qui se reconvertissaient vers la fabrication de masques, de blouses, de tenues de protection et ceux qui avaient besoin de ce matériel, les EHPAD, les hôpitaux, les communes, etc. Donc la région est un peu le grand frère et l'ensemblier de cette action. Avec donc une logique de vraie collaboration publique-privée, collectivité en tout cas, initiative privée, que vous appelez souvent de vos voeux. Dans ce cadre-là, comme dans d'autres, le bassin de lac, et on va terminer par là, ce bassin de lac dont vous connaissez en effet sa capacité à se renouveler, à se réinventer, avec beaucoup de réactivité, de pragmatisme, de prévision parfois, mais de réactivité et de pragmatisme. Il a une vraie épingle, il a des vraies qualités pour tirer son épingle du jeu de ce qui aura également, inévitablement, comme forme de concurrence entre les territoires et les bassins. J'ai gardé un souvenir de ma responsabilité sur le bassin de lac. On avait proposé à partir d'une étude d'un organisme qui était une filiale de Charbonnage de France, dont j'ai oublié le nom, qu'il bascule vers les technologies de l'environnement. Et on a commencé un peu à le faire. Vous avez sur le bassin de lac, il y a sur le bassin de lac un des spécialistes des phéromones, ce qui permet de traiter autrement qu'avec du phytosanitaire les maladies du pommier. Donc il faut qu'on développe cela, et ce qu'on disait avec Pierre Nagarayan tout à l'heure, l'idée de biosourcer demain les médicaments, c'est une piste fantastique. On a les éléments de protection, on a le lieu, on a les fluides, donc je pense que c'est effectivement une chance nouvelle, si j'ose dire, en retournant le drame que l'on vit aujourd'hui vers une chance pour l'avenir, pour le bassin de lac. Merci beaucoup Alain Rousset d'avoir été avec nous et d'avoir participé à cette émission depuis votre bureau de la région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt en tout cas, parce qu'on va suivre évidemment les évolutions et les interventions également de la région que vous avez commencé à citer, et les futurs qui vont devoir également voir le jour pour soutenir l'activité économique, et pas simplement, parce qu'on a bien entendu également l'intervention au niveau associatif, très important, et au niveau également de la santé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Pierre Nagarayan, Alain Rousset l'a redit, oui, le bassin de lac a des atouts. Ces atouts, cela dit, ils nécessitent de retravailler, de travailler avec les industriels, avec également tous ceux qui sont autour, les structures du personnel, les petites start-up, etc., et à coordonner cet ensemble, je dirais, de choses, et puis également le faire savoir à l'extérieur, parce qu'il y a la richesse des acteurs déjà présents. Mais l'idée, c'est bien d'aller aussi, pourquoi pas, chercher d'autres acteurs pour leur dire, ici, on est en capacité de rapidement rebondir. Alors, tout à fait, Eric. On est dans cette démarche. On va réunir dès que possible l'ensemble des industriels qui sont concernés, notamment sur les aspects pharmacie. On a parlé des phéromones et de M2I. Il faut savoir qu'M2I, et c'est notre fierté, c'est une petite société avec 4-5 personnes qui est arrivée. C'est la logique presque de start-up. Et voilà. Et donc, on est parti d'une start-up. Aujourd'hui, ils sont combien, Patrice ? Ils sont 170, voilà, mais dont une quarantaine à lac. Donc voilà des exemples donc il faut savoir persévérer. Mais je voudrais aussi dire que pour développer des choses, je vais reprendre. On parlait de Jacques Cassiori, à qui je veux rendre également hommage. Il avait une formule que j'aimais beaucoup et que j'ai proposée d'ailleurs à nos équipes. Il disait, si on veut faire vite, il faut y aller seul. Et si on veut aller loin, il faut le faire ensemble. Eh bien aujourd'hui,
je dirais il faut faire les deux en même temps. C'est-à-dire il faut à la fois travailler ensemble et travailler vite. On est dans une compétition internationale qui fait qu'il faut qu'on se positionne. Et on a acquis au cours des années, avec la CCLO, avec les industriels, on a acquis une capacité à réagir, et ça c'est extrêmement important. Mais ça va au-delà de la zone de lac. J'avais au téléphone avant cette émission François Bayrou qui suit complètement ce qui se passe au niveau de l'agglo. Il y a dans ces équipes des gens qui travaillent au niveau de la communauté européenne pour aider au développement de sujets comme l'hydrogène par exemple, et comme le CO2. Alors c'est un peu tôt pour en parler, mais on a cette vision pour le territoire qui déborde même du strict au sens de lac. On partira on imagine bien une ligne, ce qu'on appelle la route de l'hydrogène entre Saragosse et Toulouse, en passant par Lac, Pau, Tarbes. Et donc là, il y a des sujets qu'on ne pourra pas traiter seul. En tant que Chempark, on les traitera avec le pôle Avenia, on les traitera avec les autres agglomérations de Pau et de Tarbes. Voilà, il y a des ambitions à avoir pour ce territoire, mais on voit quand même un futur positif malgré les inconvénients du moment. Alors j'ai demandé à Pierre Moreau, qui est à la fois le directeur de l'usine de BSO Vertex, dont on a parlé tout à l'heure avec Novéal, mais également qui est le président de l'association Lac Plus, de bien vouloir réagir peut-être aux propos que vous venez de tenir sur l'avenir. Pierre Moreau, bonsoir, merci d'être avec nous. Ça y est, la liaison est à peu près établie. Il n'y a plus qu'à stabiliser le téléphone. On n'est pas loin. On n'est pas loin, on a fait le plus dur. Merci en tout cas d'être avec nous. Je le disais, vous êtes également le président de l'association Lac Plus, qui a une véritable particularité depuis des années qu'elle existe. C'est de réunir en un même sein à la fois et pour des discussions constructives pour l'avenir, à la fois les gros donneurs d'ordre et puis les patrons de PME, PMI, voire même de TPE, d'ailleurs TPI, qu'il y a sur le bassin, les sous-traitants. On a entendu des propos finalement, et de la part du président Rousset, tout à fait en responsabilité d'une part, mais quelque part aussi tournés vers l'avenir. On entend des propos de la part de Pierre Nagararian qui tendent à dire que peut-être, en effet, le bassin de Lac, il a vraiment des atouts pour agir, réagir vite. Et lorsqu'on parle de relocalisation, lorsqu'on évoque les domaines de la pharmacie de base, de la chimie ou autre, a des atouts pour attirer. Vous partagez, vous, en tant qu'acteur du bassin, ce point de vue ? Comment ne pas le partager ? Donc en effet, Lac Plus, ça existe depuis 25 ans. L'objectif, c'était de mobiliser ensemble grands donneurs d'ordre et entreprises intervenantes. Donc on a quand même 100 entreprises qui se mobilisent régulièrement sur des actions collectives pour promouvoir le bassin, promouvoir l'emploi, la formation et des actions telles que la vie au travail, le bien-être au travail, la sécurité de l'ensemble des salariés. Donc en effet, on a tous les atouts. Il ne faut plus bouger le téléphone, Pierre, parce que sinon c'est le plafond avec qui nous allons être en duplex. Donc allez, voilà, restons là. On va essayer. Donc en effet, on a tous les atouts, toutes les technicités pour pouvoir se développer, faire preuve d'agilité, de flexibilité, s'adapter au mouvement et donc apporter du renouveau à ce bassin industriel. Alors cela dit, la flexibilité, c'est un mot qui marche bien, et le renouveau avec ce que vous avez mis en place avec Novéal. Il faudrait presque que, j'aurais pu commencer l'interview si on s'était eu juste avant le président Rousset, je vous aurais demandé, mais à combien de litres en êtes-vous ? Et finalement, la distribution de ce fameux gel dont on a parlé assez rapidement, elle continue, elle se poursuit ? Oui, tout à fait. Donc, on en est à 23 000 litres de dons localement, donc pour les hôpitaux, les EHPAD, les pompiers, les associations d'aide à la personne, toutes les personnes que l'on dit en première ligne, pour qu'elles puissent se protéger de façon adéquate. On a également mis en place avec à Mourinx, qui s'appelle Itachimi, où là on va fournir de l'alcool aux pharmaciens pour qu'ils puissent fabriquer des gels. On va toucher plutôt les particuliers également. Donc en effet, on continue à mener les actions pour les différentes associations. Je sens que le réseau n'est
pas très bon, puisque le grand ordinateur qu'on connaît, la grande famille informatique qu'on connaît semble l'afficher. On va essayer de rester avec vous juste quelques secondes pour dire, selon vous, cette production de gel, elle va perdurer? Comment selon vous, ça va se traduire là, déjà dans les jours à venir, mais aussi peut-être dans les mois à venir? Donc, il y a le décret qui nous a permis donc, de pouvoir utiliser notre alcool pour fabriquer ces gels a été prolongé. Donc, ça va au moins perdurer pendant le déconfinement et pendant tout l'été, puisqu'on a une autorisation désormais de continuer à fournir les producteurs de lotions et de gel jusqu'au 1er septembre. C'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est clair, c'est clair. Et à mettre tous les moyens et à se mobiliser pour pouvoir fournir de l'alcool nécessaire. Parfait. Pierre Nagarian, vous vouliez ajouter une anecdote, je crois, à l'intervention de Pierre Moreau. Oui, Pierre, je voulais juste à titre anecdotique te dire que tout à fait par hasard, j'ai rencontré mon médecin traitant, le docteur Amtat, qui, suite aux nombreux centaines de litres de produits que vous avez produits, a été contacté par l'ARS. Et donc, ils ont été chargés de distribuer à l'ensemble des centres médicaux en Béarn, par l'intermédiaire des transports GES, qui l'ont fait d'ailleurs à titre bénévole, et que je remercie au passage. Donc voilà, c'est l'autre bout de la chaîne. Ça montre que la logistique fine est aussi très importante. Il y a eu la fabrication du produit, et puis derrière, il y a eu donc cette distribution qui a permis à chacun d'obtenir du gel dans tout le département. Merci Pierre Moreau d'avoir été en liaison avec nous de façon un peu plus acrobatique que ce qui était prévu. Mais merci en tout cas d'avoir tenu à participer à l'émission. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci également. Bon, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Patrice Laurent et Patrice Bernos, pour aller vers la conclusion. On a bien entendu là des pistes de travail qui sont quelque part déjà entamées. On le voit bien par le travail que vous aviez les uns les autres entrepris au fil du temps. On a bien compris également, et vous l'avez fait avec beaucoup de franchise, les conditions qui étaient étroitement liées, mine de rien, à la réponse de ces enjeux. Et ça a été souligné par tout le monde, à la fois l'acceptabilité qu'il y a autour de l'industrie, de la pratique industrielle. Certains pourraient même dire du risque industriel, si on était tout à fait en écoute de ce qui s'entend, et puis la responsabilité des acteurs eux-mêmes à se saisir à la fois de cette opportunité, et puis quelque part également en acceptant les règles de remise en cause. Pierre Nagarian le disait tout à l'heure. Vous partagez l'avis de président Rousset, là est quelque part une nouvelle fois à la croisée des chemins, je dis une nouvelle fois, peut-être pour son avenir. Patrice Bernos. Oui, je dirais deux choses peut-être en mode de conclusion. La première chose pour répondre à votre question, oui, je suis d'accord avec le président Rousset, bien sûr, à 100%. Je pense qu'il faut absolument... on a un leitmotiv sur le bassin de lac qu'on va peut-être un tout petit peu faire évoluer. On avait un mot qui, je dois le dire, appartient à Patrice Gaillard, qui est le directeur de la plateforme du centre technologique Canoë dont je parlais tout à l'heure, qui disait « sans chimie, pas de transition énergétique Oui. ». Je rajouterais presque à aujourd'hui « sans chimie, pas de transition sanitaire » par rapport aux problèmes que nous vivons à aujourd'hui. Alors, ne jetons pas trop vite la chimie aux orties. Je pense qu'on risque d'avoir encore besoin d'elle pendant un certain nombre d'années. Ça ne sera plus forcément de la chimie lourde. Ça ne sera peut-être encore pas tout à fait de la chimie fine comme celle que nous connaissons à aujourd'hui, mais ce sera de la chimie durable. Ça, c'est le premier point que je dirais en termes de conclusion. Le deuxième, si je peux revenir très rapidement sur la question d'origine que vous m'aviez posée, dans la présentation de Chempark, j'ai oublié de dire que Chempark était une multinationale. Une multinationale. Alors, expliquez-moi. Avec un président bénévole et 3 petites mains. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une multinationale, Patrice ? Parce que finalement, nous avons autour de nous un réseau qui nous permet de mobiliser des gens comme nous avons pu les mobiliser ce soir pour venir apporter leur témoignage. Et que sans cette action de territoire et de réseau, c'est plutôt cette action de territoire et de réseau qui va nous permettre demain de répondre aux ambitions et aux objectifs stratégiques dont vous parliez tout à l'heure. Patrice Laurent.
Alors il y a une volonté industrielle, on le voit, hein, on l'a vu au cours de cette émission, qui est portée par tous les acteurs. Il y a aussi une volonté politique qui est portée par le président de région, Alain Rousset, qui est portée par Jacques Cassiory, président de la CCLO. Et en tout cas la CCLO dans le devenir. Et par tous les acteurs qu'on a pu voir ou entendre ce soir. Moi je voudrais dire simplement que on a travaillé en amont sur le foncier, parce que c'est important d'avoir du foncier. Aujourd'hui, parce que sinon, impossible. Tout le monde se dit aujourd'hui, il faut relocaliser, mais on est prêt. Vous avez le foncier, vous avez les réseaux. On est prêt pour le faire. On a à la fois le foncier, on a le savoir-faire. On a parlé des centres de recherche. Il y a l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, avec laquelle on travaille au quotidien sur des programmes de recherche, avec laquelle on a des partenariats, l'Interco. Donc on a le savoir-faire, on a le foncier, on a beaucoup d'envie. Et du volontarisme. Et l'accompagnement et la facilitation à l'installation des entreprises, elle se fait aussi par les services de l'État, la préfecture, l'Adréal. C'est vrai. Voilà, donc il y a une vraie volonté aujourd'hui d'accueillir. On a parlé d'acceptabilité. Oui, parce qu'on ne peut pas passer sous silence que des questions sont venues de façon beaucoup plus bruyante, que peut-être il y a des années, lorsque l'on parlait en effet des atouts du bassin de Lac, de l'acceptabilité, de la bonne collaboration, bonne entente entre les habitants et le monde industriel. Moi, je souhaite clairement qu'on revoie des lignes de production revenir sur la pharmacie. On a parlé beaucoup de paracétamol pendant cette crise du Covid-19. On a des terrains pour accueillir une production de paracétamol sur notre territoire, par exemple. On connaît des acteurs qui sont déjà présents sur la plateforme. Et sans faire de jeu de mots, sans douleur pour l'environnement. Mais je crois que Patrice a raison de dire que sans chimie, à la limite, il n'y a pas de vie. Parce qu'on a besoin de la chimie, pour vivre. Aujourd'hui, les acteurs de la chimie travaillent en responsabilité. On n'est plus dans ce qui a pu être fait par le passé, ici et ailleurs d'ailleurs, en termes de non-respectabilité et des hommes et de la planète. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. On respecte à la fois les hommes et la planète, et on doit porter une nouvelle ambition, à la fois pour notre territoire, mais aussi pour la société et l'humanité. Pierre Nagarian, il vous revient le mot de la fin. Alors, si je puis me permettre, vous êtes une forme de trait d'union d'ailleurs entre les acteurs, on le voit bien, c'est une des principales qualités parmi d'autres qu'on vous reconnaît, mais c'est une de ses principales qualités. Vous êtes également, si je me permets, un trait d'union, on regarde votre carrière, un trait d'union entre des formes de production qui, encore, il y a quelques années, étaient au cœur du développement, voire même de la fin des 30 Glorieuses, aujourd'hui, aujourd'hui, qui sont parfois mises à l'index ou au pilori, et vous êtes également celui du trait d'union de la réinvention, sans cesse de ces systèmes. Alors, je vous laisse le mot de la fin, peut-être avec finalement cette double vision qui est la vôtre, transversale, sur comment les acteurs travaillent ensemble, mais aussi dans la longévité. Oui, alors... vous avez dit un mot très important, c'est le mot transversal. Et en fait, il y a 4 mots clés. Et je conclurai avec ces 4 mots clés. Le premier, c'est l'écoute. Il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter l'ensemble des acteurs pour les fédérer. Ça, c'est très important. Il faut de l'audace. Il faut de l'audace parce qu'il faut être inventif et il faut savoir créer des choses et savoir oser. Il faut de la solidarité, et l'époque actuelle le montre, et avoir de la réactivité et de la solidarité. Et enfin, il faut être réaliste et vouloir aller de l'avant, c'est-à-dire il faut absolument réunir l'ensemble des acteurs, et c'est ce qu'on a fait derrière le mot lac. C'est vrai. Parce que derrière le mot lac, si vous voulez, il y a des hommes, il y a des femmes qui travaillent pour ces succès industriels, qui sont passés de la chimie du carbone à une chimie qui sera de plus en plus non carbonée. Et on est dans cette transition, on la développe. Alors on la développe pour la pharmacie. J'ai parlé de l'hydrogène, je voudrais parler de certains projets qu'on a déjà en vision pour le futur avec le projet Impulse et Terega, qui sont pour de l'hydrogène bleu, du bleu, c'est-à-dire
à partir de CO2 et d'hydrogène, on refabrique du méthane. Donc on a des projets de ce type. On est porté par toute une communauté et c'est ça la force. C'est cette force entre nous que je résume en une seule phrase que vous connaissez maintenant. Et qui m'a été transmise par un de nos anciens. C'est pour ça, Eric, c'est cette transition. Ça fait la bonne transition, oui, ça fait la bonne transition. Permis ça, qui s'appelait Jacques Puéchal, qui a été un des grands patrons de la chimie française, et qui, lorsqu'il est venu visiter notre site, m'a dit en conclusion, Lacq a un futur parce qu'il le veut. Ça tombe bien. Merci en tout cas. C'est une très bonne conclusion pour cette séquence. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été là en plateau. Merci également à Alain Rousset, évidemment. Merci à nos industriels qui étaient là et qui ont passé quelques minutes. Ce fut un plaisir de converser avec vous. Nous allons continuer la suite de cette émission. On va vous laisser repartir de ce studio avec tout ce qu'il faut en matière de gestes barrières que nous allons continuer à faire. Et nous n'avons pas fini de parler évidemment du devenir économique après le Covid-19 et en particulier du devenir économique de ce territoire au regard des atouts du bassin de Lacq. Merci en tout cas à tous les trois.